Le désert du Karoo, en Afrique du Sud. Ken Cullers est en quête d'un emplacement pour un radiotélescope géant. But de l'opération, détecter des formes de vie intelligentes dans l'espace. La recherche d'intelligence extraterrestre consiste à essayer de capter des signaux provenant de planètes en orbite autour d'étoiles lointaines. Des signaux aux caractéristiques récurrentes, comme ceux émis par la radio ou la télévision. S'il existe une vie extraterrestre, nous la détecterons. Et cela révolutionnera notre compréhension de l'univers. Il existe peut-être une autre forme de création ailleurs. Il y a forcément d'autres vies intelligentes. L'univers est si grand. Nous sommes un simple élément d'un vaste système solaire. Il doit y en avoir d'autres. Je n'ose même pas y penser. S'ils arrivaient avec leur technologie futuriste et détruisaient tout sur leur passage, Ce serait incroyable d'apprendre que nous sommes seuls dans l'univers, le fruit d'un hasard de la nature. Le soleil se lève à peine sur la Sierra Nevada, mais Rick Forster est déjà prêt à partir. Aujourd'hui, le chercheur réceptionne un nouvel équipement. Une antenne parabolique de 6 mètres de diamètre. Amuse-toi bien. Merci, à tout à l'heure. Ici, dans le nord de la Californie, on est loin de l'agitation des villes et des couloirs aériens. Jour après jour, Rick Forster monte à bord de son vieux pick-up pour rejoindre son lieu de travail, un site qui scrute l'espace à la recherche de sons envoyés par des extraterrestres. Astronome, Rick appartient à une petite élite de scientifiques spécialisés dans un domaine de recherche fondamentale hors du commun. On l'appelle SETI, abréviation anglaise de recherche d'une intelligence extraterrestre. Ce que nous tentons de capter, ce sont des ondes radio émises dans notre direction. Nous partons donc du principe qu'il existe une civilisation évoluée disposant d'une technologie suffisamment avancée pour produire un tel signal. Et nous supposons de surcroît qu'elle essaye activement de nous contacter. Cette démarche s'appuie sur le rayonnement de l'univers, ce bruit de fond omniprésent. Capté par les antennes, il ressemble à des ondes radio qui n'auraient pas d'émetteurs connus. Rick traque les signaux qui se détachent de ce bruit. Et il vient d'en repérer un. Dès que les ordinateurs enregistrent un signal suffisamment complexe pour provenir d'une civilisation hautement évoluée, ils sonnent l'alarme. C'est le principe du programme SETI. Voilà, c'est le genre de signal que les algorithmes SETI distinguent du bruit ambiant. Dans le cas présent, tous ces points se situent nettement au-dessus de la courbe représentant la force habituelle du signal. C'est très proche de ce que l'on recherche. Malheureusement, ce signal ne peut pas être retenu. Les fréquences se situent dans une plage qui est très sollicitée par les satellites terrestres. Ceci n'est pas un message venu d'une civilisation extraterrestre. Mais alors, où se cachent les extraterrestres? Existent-ils vraiment? Pour les membres de SETI, les antennes existantes sont tout simplement trop faibles pour les repérer. Ainsi, Rick Forster et ses collègues ont besoin d'un équipement performant. Ils sont en train de fabriquer l'oreille la plus sensible de tous les temps, l'Allen Telescope Array. Là où ils ne disposaient auparavant que d'une seule antenne, ils en auront bientôt plusieurs centaines.
Après des années de travaux ponctués seulement de fausses alertes, SETI a maintenant besoin de résultats. Voilà à quoi ressemblera le site selon le projet des chercheurs. Un parc de 350 antennes, toutes reliées entre elles. À partir des signaux captés, un ordinateur surpuissant calculera un flot de données qui seront ensuite analysées par les chercheurs. Rien ou presque ne leur échappera. Nos voisins de l'univers, même les plus éloignés, seront tous mis sur écoute. À ce jour, on n'a jamais détecté de signaux relevant d'une intelligence extraterrestre. Mais SETI n'a jamais disposé d'un instrument entièrement dédié à cette recherche 24 heures sur 24. Ce radiotélescope nous offre cette possibilité. Il fonctionnera jour et nuit. Et dans 5 ou 10 ans, nous pourrons peut-être répondre à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Une perspective qui requiert beaucoup d'imagination. Les scientifiques jugent pourtant vraisemblable l'existence d'une vie intelligente dans les tréfonds de l'univers. Notre système solaire n'est qu'un minuscule point aux confins de la Voie lactée, perdu parmi des milliards d'autres. Comment savoir si un autre de ces points est ou non habité ? La Voie lactée elle-même n'est qu'une galaxie parmi des milliards, ce qui laisse de la place pour ces hypothétiques voisins cosmiques. Dès 1960, cette réflexion a poussé un professeur d'astronomie à se lancer à leur recherche. Je m'appelle Frank Drake. J'ai mené les premières recherches scientifiques pour démontrer l'existence d'une vie intelligente extraterrestre. Aujourd'hui, dans la communauté des astronomes, cet homme est une légende. Car dans les années 60, la recherche des extraterrestres relevait plutôt des romans de gare. Mais Frank Drake y a vu une occasion d'élargir notre horizon et a entrepris les premiers essais pour entrer en contact avec les étoiles. Nos recherches étaient centrées sur les 2 étoiles les plus proches de la Terre. Pendant 2 mois, nous avons exploré la fréquence de l'atome d'hydrogène à l'aide d'un récepteur radio à un seul canal. Nous n'avons décelé aucun signal. Malgré cet échec, Frank Drake donne naissance à une nouvelle discipline scientifique et fait des émules dans le monde entier. En 1977, dans l'Ohio, un signal anormal est capté, une combinaison de chiffres mystérieuse. Stupéfait, l'astronome Jerry Iman inscrit dans la marge de la liste de chiffres « Wow ». Mais au bout de 72 secondes, le signal disparaît. Toute l'équipe de l'observatoire tente fiévreusement de le retrouver, sans succès. Aujourd'hui encore, on ignore la nature exacte de ce qu'on appelle le signal « Wow ». Message venu des étoiles ou simple interférence? On imagine mal la puissance de ces antennes paraboliques. J'ai beau chuchoter, vous m'entendez à 20 mètres, comme si je vous parlais au creux de l'oreille. Un micro placé à 20 mètres ne permettrait pas de distinguer si je parle dans l'antenne ou directement dans le micro. Voilà comment fonctionne la recherche d'une intelligence extraterrestre. The search for extraterrestrial intelligence and radio astronomy in the following equations. Les chercheurs intéressés par SETI forment un groupe très fermé et assez discret, composé de spécialistes internationaux ayant des parcours et des profils éclectiques impossibles à cataloguer. Je m'appelle Kent Cullers. Je suis physicien et je travaille depuis de longues années dans la recherche d'intelligence extraterrestre. Je suis aujourd'hui consultant pour la NASA et l'Union astronomique internationale. Kent Cullers est l'un des spécialistes internationaux les plus courtisés dans la recherche SETI.
Privé de la vue depuis l'enfance, il a compensé ce handicap par son talent et un travail acharné. Son domaine de prédilection, les algorithmes, ces formules mathématiques qui permettent de donner un sens au chaos de l'univers. J'ai mis au point des méthodes pour détecter les ondes porteuses, les signaux de type télévision ou radar, les impulsions, les clics. Ensuite, j'utilise un ordinateur pour simplifier ces processus. Ça permet de faire le travail 100 fois plus rapidement qu'auparavant. Ça ne veut pas dire que les ondes sont faciles à détecter. Elles peuvent être trop faibles ou très complexes. Nous avançons à grands pas. Dans 50 ans, nous ne fouillerons plus quelques centaines d'étoiles, mais la galaxie tout entière. En tant que physicien aveugle, je passe beaucoup de temps à essayer de visualiser les choses. Si je ne me fais pas une image d'une situation, je ne peux pas savoir si les réponses fournies par mes équations sont adaptées. En physique, nous essayons d'accroître la portée de nos sens, d'étudier l'infiniment grand et l'infiniment petit. Je cherche un signal qui soit compréhensible, mais qui se trouve très loin de nous. Pour moi, c'est une autre façon de communiquer avec le monde extérieur. Au quotidien, Kent est dépendant. De son ordinateur à synthèse vocale, tout d'abord, qui lui permet de taper des formules mathématiques en braille, et de sa montre au verre amovible. Si son expertise est si demandée, c'est peut-être parce qu'il sait inventer jour après jour de nouvelles façons de déchiffrer un monde qu'il ne voit pas. À Johannesburg, un télescope d'envergure est en projet. Le Square Kilometer Array, le SKA, permettra de scruter les limites de l'univers. Kent va assister à l'une des premières réunions. Ce télescope est optimisé pour la découverte de l'inconnu. C'est notre plus grand atout. Ce que nous connaissons déjà ne nous intéresse pas. Nous voulons découvrir les zones dont on ne sait rien. Le SKA sera bien plus rapide que tous les modèles antérieurs. Il couvrira la gamme de fréquences correspondant aux signaux extraterrestres potentiels. Ces signaux seront très faibles. Il faut optimiser l'installation afin de pouvoir les mesurer. On peut peut-être développer un nouvel algorithme qui traitera les données radioastronomiques d'une façon raisonnée et qui recherchera certains signaux particuliers, d'origine non naturelle. L'exploration menée par le SKA sera sans précédent. 4500 antennes radio formeront une spirale gigantesque qui s'étendra sur plusieurs pays. 17 États ont uni leurs forces pour débloquer les fonds nécessaires à sa construction. Pas moins d'1,5 milliard d'euros, apportés pour l'essentiel par l'Union européenne. De nombreux pays ont posé leur candidature pour accueillir ce télescope géant. Aujourd'hui, seuls l'Afrique du Sud et l'Australie sont encore en lice. Ces deux pays disposent de grandes étendues désertiques, qui offrent suffisamment d'espace pour installer les stations d'écoute. Le Square Kilometer Array sera immense, en comparaison avec tous les autres radiotélescopes. Il sera idéal pour l'astronomie. Les astronomes sont quasi unanimes. Il existe d'innombrables planètes comparables à la Terre. Et sur l'une d'entre elles, il doit y avoir une vie intelligente. Voilà des milliers d'années que l'homme observe les étoiles avec fascination. De tout temps, les érudits se sont interrogés sur l'existence d'autres êtres dans l'univers.
Certains l'ont même payé de leur vie. La voûte céleste, une sorte de cloche surplombant une surface plane. C'est ainsi que la dessine encore l'astronome français Camille Flammarion au XIXe siècle. Mais dès l'Antiquité, le philosophe grec Démocrite émet l'hypothèse que les points lumineux visibles dans le ciel pourraient être des mondes lointains. Il pense que certains d'entre eux sont peuplés d'êtres vivants. Mais ses contemporains ne voient pas cette idée d'un très bon œil. Puisque les étoiles semblent tourner autour de la Terre, seuls quelques esprits éclairés s'imaginent à l'époque que ces astres sont peut-être d'autres soleils. Au Moyen-Âge, la question se teinte de querelles théologiques. Pour l'italien Giordano Bruno, la Terre est une planète parmi d'autres, également peuplée d'êtres intelligents. Cette pensée met en émoi les gardiens de la foi de l'Église catholique. Il faut dire qu'au XVIe siècle, ces idées révolutionnaires sur la nature de notre monde sont très mal vues au Vatican. Quiconque ose s'écarter des thèses officielles de l'Église risque des sanctions très graves. Mais malgré la pression de l'Inquisition, Giordano Bruno refuse de renier ses positions. En 1600, il est brûlé vif en public sur le Campo dei Fiori à Rome. Aujourd'hui encore, il est considéré dans le monde entier comme un martyr de la science. Ce n'est qu'en l'an 2000 que le Conseil pontifical pour la culture a déclaré injuste son exécution. Mais aucune réhabilitation n'a eu lieu à ce jour. Giordano Bruno a écrit qu'il existait peut-être de nombreux autres univers. Or, il a fini sur le bûcher. Les gens ont tendance à en conclure hâtivement qu'il y a un lien de cause à effet. Mais en réalité, l'Église a toujours soutenu l'idée d'une pluralité d'univers. Thomas d'Aquin en parle. Et l'évêque de Paris écrit en 1277 que nier la possibilité que Dieu pourrait créer d'autres univers reviendrait à nier son omnipotence. Ça ne veut pas dire que la mise à mort de Giordano Bruno n'avait rien à voir avec la science. C'était un homme étrange, un peu fou, qui avait des idées farfelues sur la théologie. Castel Gandolfo, la résidence d'été du pape. Depuis l'époque de Giordano Bruno, les choses ont bien changé au Vatican. Aujourd'hui, le Saint-Siège emploie une douzaine d'astronomes qui étudient l'espace pour le compte de l'Église. Parmi eux, le frère Guy Consolmagno, qui publie régulièrement des écrits sur la recherche d'intelligence extraterrestre. Il y a une grande question. Pourrais-je baptiser un extraterrestre? Seulement s'il me le demandait. Ce jésuite s'intéresse à la frontière entre la foi et la science, mais aussi à des questions qui peuvent sembler surréalistes. Dans l'éventualité d'une rencontre avec un extraterrestre, qui devrait baptiser qui? S'il s'avère que ce sont des créatures qui vivent de méthane et qui meurent au contact de l'eau, je crois qu'on évitera ce style de baptême. Mais d'un autre côté, on peut penser aux anges et aux démons qui appartiennent à la tradition de notre Église. Les anges ont une façon d'atteindre le salut complètement différente de la nôtre. Et personne n'a jamais dit qu'il fallait baptiser les anges. Je pense que ces êtres, s'ils existent, ont leur propre rapport à Dieu. Et lorsque nous saurons comment nous pouvons communiquer avec eux, je crois que nous comprendrons également que la question du baptême peut passer au second plan. Dans le cadre de ses études astronomiques, le frère Consolmagno passe au peigne fin les Saintes Écritures. Y a-t-il dans la Bible des allusions à l'existence d'extraterrestres? L'homme n'est-il pas le couronnement de la création divine? L'Ancien Testament apporte une piste de réflexion. Dove sono fissate le sue basi o chi ha posto la sua pietra angolare, mentre i giovano
in coro le stelle di mattino e plaudivano tutti I figli di Dio. Où étais-tu quand je fondais la Terre? Qui posa sa pierre angulaire parmi le concert joyeux des étoiles du matin et les acclamations unanimes des fils de Dieu? Ce passage décrit l'allégresse de la création de l'univers. Mais on trouve dans cette image l'idée qu'avant la création du monde, avant que Job soit créé et corrigé par Dieu, il existait déjà des étoiles du matin qui chantaient les louanges de Dieu et de ses fils, des créatures autres. C'est écrit dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas les seuls à adorer Dieu. La résidence estivale du pape abrite 2 observatoires, mais aussi un laboratoire d'analyse des fragments de roches tombés de l'espace. Guy Consolmagno examine au microscope des morceaux de météorites à la recherche de traces de vie extraterrestre. L'astronomie est la seule science profane à laquelle s'intéresse sérieusement le Vatican. Comprendre le fonctionnement de l'univers nous permet de mieux cerner la personnalité du Créateur. Nous commençons à saisir comment il opère. Les planètes ont pu être créées de différentes façons. En étudiant comment elles ont vu le jour effectivement, on découvre peu à peu comment le Créateur prend ses décisions. Parmi ces décisions, le Tout-Puissant laisse tomber de temps à autre des fragments de roches sur Terre. C'est pourquoi Guy Consolmagno est également à la tête de l'une des plus grandes collections de météorites du monde. Aujourd'hui, Giordano Bruno et ses contemporains seraient sans doute fort étonnés de l'ouverture d'esprit de l'Église vis-à-vis de la vie extraterrestre. Mais la science, elle aussi, a mis du temps à prendre la question au sérieux. Il a fallu attendre le tournant des années 1960. Quand nous parlons de vie extraterrestre, nous pensons généralement à une vie intelligente qui nous ressemble. Aujourd'hui, il est permis d'évoquer une vie intelligente ailleurs. Il y a 10 ans, c'était impossible. Des affirmations sans précédent, à la télévision américaine. Dans les années 1960, l'Amérique se prend de passion pour la recherche d'extraterrestres. Les scientifiques sont persuadés qu'une découverte est imminente et le gouvernement accorde de généreuses subventions. En 1963, le radiotélescope d'Arecibo voit le jour à Porto Rico. Avec un diamètre de 300 mètres, il est construit à l'intérieur d'un cratère naturel. Grâce à cet instrument exceptionnel, la recherche de signes de vie venus d'ailleurs semble prête à prendre son envol. Jour après jour, la communauté SETI attend un signal des étoiles. Mais les capteurs ultra-sensibles d'Arecibo n'enregistrent que le bruit de l'espace. Après plusieurs années d'efforts sans résultat, l'heure est à la désillusion. Les investisseurs commencent à douter de l'intérêt de ces recherches. Pour l'instant, l'univers ne nous renvoie qu'un seul message. Vous êtes seuls, il n'y a personne d'autre. N'oubliez pas que la Voie lactée compte plusieurs centaines de milliards de systèmes stellaires. Imaginons que chacune de ces étoiles soit un grain de sable. Ça ferait un camion entier rempli de sable. Et pour l'instant, ce que nous avons exploré n'en représente qu'une petite poignée. La recherche d'autres civilisations dans la galaxie ne fait que commencer. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on n'ait encore rien trouvé. À ce rythme, il faudrait des milliers d'années pour passer au crible suffisamment de grains de sable pour trouver enfin quelque chose. Fort heureusement, la recherche s'accélère. Ça ne prendra pas aussi longtemps.
Bienvenue dans Sommes-nous seuls avec Seth Shostak. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Allen Telescope Array qui va nettement accélérer la recherche de signaux extraterrestres. Je n'ai aucune envie qu'on découvre des extraterrestres dans 500 ans. J'espère qu'on en trouvera dans les 20 ans à venir, c'est-à-dire de mon vivant. Sommes-nous seuls revient dans un instant. La Silicon Valley est l'une des régions les plus opulentes des États-Unis. Située au sud de San Francisco, elle accueille de nombreuses entreprises spécialisées dans l'informatique. Seth Shostak et ses collègues du programme SETI ont élu domicile ici, car dans la Silicon Valley, on a un penchant pour les idées originales. Et c'est important pour réunir les fonds nécessaires au financement des projets tels que la recherche d'intelligence extraterrestre. C'est à peine croyable, mais il y a 30 ans, il n'y avait que des champs et des vergers ici. Ils ont disparu. Quand il n'est pas dans les studios de radio, Seth Shostak est astronome à l'Institut SETI de Mountain View, un établissement de recherche indépendant. L'Institut SETI emploie une centaine de scientifiques qui étudient le développement de la vie dans l'espace. Tous leurs efforts se portent aujourd'hui vers la conception de l'Allen Telescope Array, au nord de la Californie. Pour Seth Shostak et ses collègues, le financement du projet est toujours la pierre d'achoppement. Pendant 15 ans, SETI a été un programme de la NASA. La quasi-totalité des recherches était sponsorisée par la NASA. Ça ne lui coûtait pas très cher. Ça représentait 1/1000 de son budget. Mais tout s'est arrêté en 1993. La décennie 90 est celle du désenchantement. Le Congrès américain supprime tous les financements de la NASA dédiés au programme SETI, considérant que celui-ci est vain et que c'est un gaspillage de l'argent des contribuables. Et il est facile de tourner en dérision la recherche de petits hommes verts. Comme le constate William Proxmire, on n'a pas découvert le moindre martien en 30 ans. Le sénateur mène une campagne de dénigrement contre ces projets de recherche qu'il juge superflus. Il décerne à SETI le Golden Fleece Award, littéralement le prix de la toison d'or décerné au plus gros gaspillage de fonds publics de l'année. Les chercheurs tentent alors de redorer leur image, mais le mal est fait. La NASA supprime son département SETI. L'astronome Jill Tarter était à l'époque à la tête du projet. Du jour au lendemain, pour elle et son équipe, tout s'arrête. Quand le Congrès a supprimé le financement de la NASA, ça a été très dur. Nous avons tous été très secoués. Comme beaucoup de mes collègues, j'étais démoralisée. Voici la partie essentielle du radiotélescope. Je trouve qu'elle a l'air de sortir tout droit d'une planche de Flash Gordon. Les rayons de la mort. Jill Tarter est la grande figure de la recherche SETI. En 2004, le magazine Time l'inclut dans sa liste des 100 personnes les plus influentes dans le monde. Le film Contact raconte son parcours. Elle y est interprétée par Jodie Foster. Et en 1993, son avenir professionnel semble très nettement compromis. Elle comprend alors qu'elle doit retrousser ses manches et créer sa propre structure. Mais pour cela, il lui faut de l'argent. Nous nous sommes assis autour d'une table et nous avons commencé à étudier des livres expliquant comment collecter des fonds. Dans tous ces ouvrages, il n'y avait qu'un chapitre qui nous intéressait, comment demander beaucoup d'argent. Nous avions besoin de grosses sommes très rapidement. Nous avons donc ciblé les donateurs susceptibles de faire une contribution importante. Aujourd'hui, au milieu du champ de lave de la Sierra Nevada, trônent les antennes de l'Allen Telescope Array. Elles ont été financées par le cofondateur de Microsoft, Paul Allen. Le milliardaire a déboursé quelques 25 millions de dollars pour que le site porte son nom.
Vous pouvez lire un nom sur un côté du télescope, Elliott Gillum, et de l'autre, Dane Glasgow. Ce sont deux jeunes ingénieurs de Microsoft qui sont emballés par notre projet. Ils ont rassemblé tout ce qu'ils avaient et ont obtenu une aide de Microsoft correspondant au montant de leur contribution philanthropique. Maintenant, ils sont propriétaires de ce télescope. Ils adorent le regarder par webcam interposée et nous donnent un coup de main avec certains logiciels. N'importe qui peut acheter un de ces télescopes. Vous pouvez vous offrir un télescope qui portera votre nom. Il vous en coûtera 100 000 $. Ça semble beaucoup, mais c'est finalement très peu pour un radiotélescope. Pour être utile, un radiotélescope doit être loin de toute radio, et donc de toute population humaine. Me voici dans la région semi-désertique de Karoo, en Afrique du Sud. On entend très bien le bruit des sauterelles, et il n'y a pas âme qui vive, aucune radio dans les environs. Si on cherche un signal venu de l'espace dans cette région, on ne risque pas de capter accidentellement un signal émis sur Terre. Ken Keller sillonne l'Afrique du Sud afin d'inspecter l'emplacement envisagé pour le télescope SKA. J'ai l'impression que c'est un endroit bien calme. Les téléphones portables ne captent pas ici, n'est-ce pas? Non, il faut parcourir 16 km pour avoir du réseau. Il n'y a que le téléphone traditionnel et il ne fonctionne pas très bien non plus. En cas de problème dans la région, on communique par radio. Quel genre de radio? De la CB ou de la radio amateur? De la radio amateur. Willy Lowe est l'un des rares agriculteurs à vivre dans cette région déserte. Sans le savoir, il vient d'annoncer une mauvaise nouvelle à Ken Kellers. Ces radios amateurs risquent de provoquer des interférences avec le futur radiotélescope. Au loin, il y a une chaîne de montagnes. Mais la vue est dégagée jusqu'à l'horizon. Il n'y a rien ni personne par ici. Ces montagnes nous protègent des ondes radio. On veut scruter l'espace sans être dérangé par des signaux émis sur notre planète. Le grand avantage de ce site, c'est sa sécheresse. Ici, les précipitations sont extrêmement rares. Nous recherchons des lieux où il ne tombe que quelques millimètres de pluie par an. Ça doit rester dans cet ordre de grandeur. C'est la première fois que je me rends sur un site où les précipitations sont aussi parfaites pour la radioastronomie. Pour les astronomes, la sélection d'un site pour construire le radiotélescope est l'une des décisions les plus délicates à prendre. Mais une autre question leur donne du fil à retordre. Quelle étoile faut-il privilégier parmi les milliards qui constellent le ciel? Chaque radiotélescope ne peut écouter qu'une étoile à la fois. Le choix de ces astres est donc déterminant pour le succès futur du projet SETI. C'est un véritable casse-tête qui vaut quelques nuits blanches à l'astronome Lawrence Doyle. Il met à profit ses longues heures nocturnes pour avancer dans ses recherches. Son objectif, trouver des planètes situées en dehors de notre système solaire, des exoplanètes, des lieux de vie hypothétiques de nos voisins de l'espace. Des astres si lointains que même les observatoires les plus performants ne permettent pas de les observer. Pendant des années, la communauté scientifique ignorait tout de ces exoplanètes. Les astronomes ne pouvaient que supposer leur existence, et personne n'en avait jamais vu.
Ce n'est qu'en 1995 que la première exoplanète a été découverte, une énorme boule de gaz de la taille de Jupiter. Mais ce que cherche Lawrence Doyle, ce sont au contraire des petites planètes qui ressemblent à la nôtre. Et celles-là sont difficiles à trouver. La détection des exoplanètes est importante pour SETI, car elle permet de définir des cibles précises pour l'écoute des signaux radio. Selon nos connaissances, la vie naît et se développe sur les planètes. Si nous réussissons à trouver des planètes de la bonne taille, situées à une distance adéquate de leur étoile, nous saurons où guetter des signaux radio extraterrestres. La découverte de ces planètes est une tâche ardue. Les étoiles sont des astres gigantesques qui éclairent avec l'énergie de plusieurs millions de bombes atomiques. Les planètes, au contraire, sont très petites et ne dégagent aucune lumière. Pour repérer ces corps célestes sombres, les astronomes ont une méthode bien à eux. Là, je mesure la luminosité des étoiles qui apparaissent. On peut photographier environ 50 000 étoiles à la fois. Ensuite, on enregistre la variation de leur luminosité d'une image à l'autre, ce qui permet de tracer une courbe de cette évolution dans le temps. Ici, la luminosité a changé. Cela peut vouloir dire qu'une planète est passée devant le disque stellaire. En passant devant l'étoile, elle projette son ombre sur la Terre. Cette méthode dite du transit est l'un des modes de détection privilégiés des exoplanètes. Ces dernières restent invisibles, mais les variations de luminosité de l'étoile autour de laquelle elles tournent trahissent leur présence. Grâce à ces données, les chercheurs peuvent déduire la taille de ces planètes et la composition chimique de leur atmosphère. À ce jour, environ 200 planètes, de grande taille pour la plupart, ont été ainsi découvertes. Mais, on l'a dit, priorité est donnée aux astres de taille plus petite. Si possible dotés d'une atmosphère composée d'oxygène qui favoriserait le développement de la vie. En 2007, des chercheurs européens ont découvert la première planète qui ressemble à la Terre, Gliese 581c. Un coup de tonnerre dans le milieu de l'astronomie et un nouvel espoir pour SETI. Désormais, les spécialistes savent qu'il existe des planètes semblables à la nôtre. Au vu de la distance qui sépare Gliese 581c de son étoile, elle devrait bénéficier de températures modérées. Mais il reste à découvrir si elle abrite une forme de vie. Je suis le directeur de la Ligue SETI, la plus grande organisation à but non lucratif qui rassemble les passionnés de SETI dans le monde. Si, comme on le pense, notre univers grouille de vie, certaines civilisations ont dû développer des communications radio. Sur Terre, nous nous trouvons dans une phase de radiocommunication. Pour la première fois dans l'histoire, nos technologies permettent de détecter des signaux artificiels émis depuis d'autres étoiles. My satellite antenna is pointed at the sky, but I'm not watching television, let me tell you why. I'm searching for existence proof of any alien race by sifting through the microwaves that fall from outer space. I'm a part of the search that's known as SETI. I'm a believer with a good receiver. There are coherent signals beaming at me, and when I find one, then I'll say, wow.
À une époque, la NASA a financé, modestement, un éphémère programme SETI. Elle avait prévu de mener ses recherches pendant 10 ans. Mais le Congrès a mis fin au projet en coupant les vivres au bout d'un an. Ce qui prouve en tout cas qu'il n'y a pas de vie intelligente à Washington. Paul Schack cultive une certaine méfiance envers les institutions gouvernementales. Sa devise, faire les choses par lui-même. Dans les années 1960, il met au point le premier récepteur satellite commercial. Grâce aux revenus issus de son brevet, il réalise alors son rêve. Construire dans son jardin une station de recherche de vie extraterrestre. Very Small Array, c'est le surnom affectueux de cette installation qu'il a lui-même bricolée. Elle est à l'abri des regards depuis que Paul a planté une rangée d'arbres tout autour, suite aux plaintes de ses voisins. 3 mois par an, le radiotélescope est recouvert de neige et est donc inutilisable. Là, la neige a fondu et je peux faire mon grand ménage de printemps. Les frelons aiment bien faire leur nid à l'intérieur. Il vaut mieux les déloger pendant qu'ils hibernent encore pour éviter de se faire piquer. En voilà un beau. Paul Schack veut prouver à ses confrères de la Silicon Valley que SETI peut aussi progresser avec de simples astuces ingénieuses, sans le financement de géants de l'informatique. Les signaux aboutissent dans une boîte de café très courante. On s'est rendu compte que le pot d'1,3 kg était de la bonne taille pour recueillir la longueur d'onde qui nous intéresse. Chacun choisit son type de café. Moi, j'ai opté pour le mélange pour café frappé, qui décrit bien l'aventure de SETI, complètement frappé. Un confrère en Allemagne alerte Paul. Il aurait détecté un signal particulier et a besoin de son aide. Donne-moi une fréquence, Peter. À Heidelberg, Peter Wright veut savoir si Paul capte lui aussi ce signal sur son installation. Attends, je reçois quelque chose. Ça monte dans le rouge. Ça y est? Le voilà. C'est un signal fort. Les membres de la Ligue SETI exploitent leur réseau mondial pour se prémunir contre les fausses alertes. Un télescope seul peut facilement capter une interférence terrestre. Mais si le signal est également détecté de l'autre côté du globe, il y a beaucoup plus de chances qu'il s'agisse vraiment d'un message venu de l'espace. Il fait un pic maintenant. Il est vraiment très fort. Trop fort d'ailleurs. C'est une interférence satellitaire. Ni terrestre, ni extraterrestre. Eh bien, j'y ai cru pendant 30 millisecondes. Au début, ça ressemblait drôlement à un signal extraterrestre, mais ça venait d'un satellite. Les interférences satellitaires sont très fréquentes, mais tous les 2 mois environ, on capte un signal qui semble très prometteur. Comme vous l'avez constaté, Peter et moi opérons alors une vérification à 2 endroits différents. C'est ce qui fait la force de la Ligue SETI. Nous avons des membres qui collaborent aux 4 coins de la planète. On peut ainsi évaluer les signaux captés par les uns et les autres et voir tout de suite s'ils sont intéressants ou non. Depuis son jardin à Heidelberg, Peter Wright, professeur en radiotechnologie, démontre lui aussi que cette aventure peut être menée avec des moyens financiers limités. Originaire d'Écosse, il s'efforce de motiver le plus grand nombre possible de chercheurs amateurs. Ce genre d'équipement a l'air hors de prix à première vue. En réalité, il n'est pas très onéreux. Parfois, avec 25 €, on peut acheter un appareil qui en valait plusieurs milliers lors de sa fabrication. Ça ne coûte rien au marché aux puces. Peter Wright est toujours ravi d'aider les nouveaux passionnés qui rejoignent la Ligue SETI et leur donne des conseils pratiques pour construire leur propre station d'écoute. Quel récepteur choisir? Comment se procurer les logiciels pour l'analyse des données? Pour se lancer dans l'aventure SETI, le profane n'a besoin que de quelques connaissances techniques et de beaucoup de patience.
C'est dans cette optique que la Ligue SETI a conçu le projet Argus, sorte de plan Marshall pour une science qui doit se débrouiller sans les financements des États. On installe une antenne parabolique dans son jardin avec 3 briques, de façon à ce qu'elle soit tournée vers le haut. Ça ressemble à une gigantesque baignoire pour oiseaux. On y ajoute un petit dispositif d'alimentation au centre, qui est relativement facile à réaliser soi-même. Ensuite, il existe des récepteurs commerciaux et des logiciels qu'on peut installer. En tout, il faut compter 2 ou 3 000 euros. En principe, n'importe qui peut donc participer au projet Argus. C'est là notre philosophie. Proposer des activités très simples auxquelles tout un chacun peut contribuer. Tous les ans, la Ligue SETI organise son sommet à Heidelberg. Peter Wright présente l'évolution de sa station d'écoute et d'autres membres apportent leur antenne personnelle. On y dévoile les petites découvertes et les grandes idées. La conférence va commencer. Merci de vous rendre dans l'amphi. I'm a part of the search that's known as SETI. I'm a believer. Comme tous les ans, le point d'orgue de la journée est le concert du Dr SETI, le nom de scène qu'a choisi Paul Schuck. Ces chansons sur la recherche d'intelligence extraterrestre ont pour but de motiver les participants. Depuis quelques années, le nombre de membres stagne, faute de découvertes marquantes. Exception faite de nombreuses fausses alertes, les antennes construites par ces passionnés n'ont pas donné les résultats espérés. Alors, Dr SETI ne ménage pas ses efforts pour encourager ses troupes à persévérer. Be a believer, get a good receiver. There are coherent signals beaming at us, and when we find one, we'll all say, wow, it's gonna happen any decade now. Après un demi-siècle de recherche, nous sommes toujours seuls dans l'univers. On se demande parfois si notre quête n'est pas vaine. De nombreux scientifiques sont aujourd'hui persuadés que nous ne sommes pas un miracle cosmique. Il suffit de faire un petit calcul pour s'en convaincre. Moi, je suis convaincu. Je ne veux influencer personne, mais je n'aurais pas passé 25 ans de ma vie à guetter ces signaux si je ne croyais pas qu'il existe une vie extraterrestre. Souvent ici, des visiteurs viennent me voir discrètement et me demandent d'un air entendu « Vous avez observé quelque chose d'intéressant récemment ? Quelque chose que le grand public ne sait pas encore ?» Je suis obligé de répondre « Non, pas encore. » Je crois que toute personne qui participe à la recherche d'intelligence extraterrestre a un vœu secret, celui d'être encore en vie lorsque l'expérience portera ses fruits. Ce serait vraiment dommage de partir à la retraite et de mourir sans voir ça. Mais ce n'est pas exclu. La découverte que nous espérons faire représentera un tournant pour notre civilisation tout entière. Pas seulement pour la science, mais aussi pour notre culture, notre technologie, notre philosophie et notre façon d'envisager l'avenir. Tout changera après un tel événement. Et puis, on ne vit qu'une fois. C'est important de consacrer sa vie à quelque chose qui vous tient à cœur. Pour mes confrères et pour moi-même, la découverte d'une autre civilisation serait l'aboutissement de tous nos efforts. Selon certains, un extraterrestre intelligent vu de loin, dans le crépuscule, pourrait passer pour un être humain. Je n'en sais rien. La nature est pleine de ressources.
Ma définition de l'intelligence, c'est la capacité à construire et à utiliser une sorte d'émetteur qui pourra être détecté à une distance interstellaire. Après, peu m'importe que ces êtres soient de petits hommes verts ou de grandes femmes bleues. Pendant ce temps, l'Allen Telescope Array ne cesse de s'enrichir de nouvelles antennes. Avec la multiplication dans le monde entier des stations d'écoute interstellaires, la détection de signaux extraterrestres devient chaque jour plus importante. Mais quelles conséquences aurait une telle découverte pour notre vie? Serait-il dangereux d'entrer en contact avec des extraterrestres? Rien ne me paraît plus cauchemardesque que la perspective d'établir le contact avec une technologie supérieure venue de l'espace. Perdu dans la campagne ukrainienne se dresse un radiotélescope géant. Avec ses 70 mètres de diamètre, c'est l'une des 2 installations au monde permettant d'émettre de puissants signaux vers l'espace. Un bon moyen pour adresser des messages aux civilisations extraterrestres. Je m'appelle Alexander Leonidovitch Zaitsev. Mon activité consiste à envoyer des messages vers nos hypothétiques frères de l'espace. Selon certains, c'est une occupation pour excentriques, mais à mes yeux, c'est une affaire sérieuse. En fait, je considère que c'est une véritable mission. Mais lorsque j'essaie d'expliquer cela, les gens ne me comprennent pas. Rien ne me semble plus cauchemardesque que la perspective d'établir le contact avec une technologie supérieure venue de l'espace. Je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls êtres à respirer et à réfléchir. S'ils étaient intelligents, ils nous auraient déjà contactés. On a vu un immense disque gris, gros comme 3 ou 4 pâtés de maison. J'imagine que ce seront des organismes cellulaires. Venez en paix. Et voilà, elle plonge. Je m'appelle Laurence Doyle et je suis chercheur à l'Institut SETI. Je localise les planètes extrasolaires et j'étudie la communication animale en vue d'une application à la recherche d'une intelligence extraterrestre. Sur notre planète, nous avons la possibilité de nous pencher sur les systèmes de communication non humains. Nous enregistrons des baleines à bosse, des grands dauphins, des baleines grises et d'autres cétacés. L'objectif est d'arriver un jour à décrypter un signal extraterrestre. Les conditions sont excellentes aujourd'hui. C'est parfait. Le temps ne pourrait pas être plus favorable. Il paraît qu'il y a moins d'1 mètre de houle au large de la côte. Les eaux de la baie vont donc être calmes. C'est impeccable. Voilà longtemps que les chercheurs s'interrogent. Comment déchiffreront-ils les messages que nous enverront peut-être un jour les extraterrestres? Ce décryptage commence ici même, dans la baie de Monterey. Un astronome et un océanographe travaillent main dans la main pour étudier le langage des grands cétacés, dans l'espoir de mettre au point une grammaire interstellaire. Les baleines grises arrivent de Basse-Californie. Ici, nous nous trouvons au sud de la baie de Monterey. Et ces eaux sont une formidable réserve de nourriture, mais elles sont remplies d'orques. Par conséquent, certaines baleines grises viennent se ravitailler dans la baie, au risque d'être attaquées par ces orques, tandis que d'autres choisissent de poursuivre leur route sans s'arrêter. Sean Henser prépare les enregistrements sous-marins.
S'il n'a aucun moyen de savoir à quoi pourrait ressembler un signal extraterrestre, il connaît en revanche parfaitement le chant des baleines et a déjà enregistré de nombreuses espèces de cétacés. Aujourd'hui, il va écouter des baleines grises. Ceci est un hydrophone, un microphone sous-marin. Il permet de recueillir de nombreux sons, depuis des fréquences très basses jusqu'à des sons beaucoup plus aigus que ceux perçus par l'oreille humaine. Nous sommes très contents de ce modèle. Nous l'utilisons depuis quelques années pour enregistrer les différentes espèces. Après 2 heures d'attente, un groupe de baleines grises apparaît. Apparemment, c'est un groupe de baleines, à 2 ou 3 milles de nous. J'essaie de déterminer leur direction. Comme vous le voyez, elles avancent en zigzagant. Cela fait 3 jours que les 2 scientifiques sont sur la piste de ces baleines sans succès. Mais Lawrence Doyle est persévérant. La recherche d'intelligence extraterrestre lui a appris à être patient. Allez, voilà, elle plonge. Mon travail avec les baleines m'a permis de me rendre vraiment compte à quel point elles sont différentes de nous. Nous vivons sur la même planète, sous les mêmes étoiles, et pourtant nous n'avons rien en commun. Grâce à ces travaux, nous saurons comment traiter un signal extraterrestre lorsque nous en capterons un. Nous apprenons aussi à élargir notre champ d'imagination et à nous garder de faire de l'ethnocentrisme. Les hommes ont déjà du mal à communiquer entre eux. Avec d'autres espèces terrestres, c'est encore une autre affaire. Alors si un signal extraterrestre parvient un jour jusqu'à nous, nous devons nous préparer. À Moscou aussi, on s'intéresse de près à la communication avec les extraterrestres. Non pas dans un avenir hypothétique, mais dès aujourd'hui. Alexander Zaïtsev a mis au point une méthode pour envoyer des messages jusqu'aux confins de la Voie lactée. Destinataire inconnu. Je voudrais clarifier un point. Certains pensent que ces messages devraient être courts, d'autres jugent qu'ils devraient contenir beaucoup d'informations. Cela fait longtemps qu'on en débat, et ces 2 points de vue ont leurs adeptes. Alexander Zaïtsev a déjà expédié de nombreuses missives dans l'espace pour le compte de l'Académie russe des sciences. D'ailleurs, la prestigieuse académie a fait de cette activité une spécialisation à part entière, le METI, une abréviation qui désigne l'envoi de messages vers des êtres extraterrestres. À Moscou, l'ingénieur prépare justement un nouvel envoi avec son équipe. Il reste à choisir vers quelle étoile il sera dirigé. Pourquoi je me passionne pour cette question? Eh bien, il faut croire que mon intellect est conçu de cette façon. Certains se passionnent pour les voitures de luxe, moi pas. D'ailleurs, je ne gagne pas assez pour en acheter. En revanche, je suis très compétent quand il s'agit d'envoyer un message radio interstellaire. Ces activités menées en Russie ne sont pas du goût de tout le monde. Astronome et écrivain, David Brin dénonce la naïveté d'Alexander Zaïtsev et juge son projet très dangereux. Selon lui, il n'est pas exclu que des extraterrestres hostiles viennent un jour anéantir notre planète. Nous pourrions être attaqués. Il est plus facile d'expédier une bombe à travers l'espace qu'un vaisseau spatial rempli de colons. De nombreux scénarios de science-fiction envisagent l'envoi de bombes intelligentes sur une civilisation émergente qui diffuse des messages dans l'espace. Ceci pour tuer dans l'œuf une civilisation rivale.
Il est possible de créer des machines capables de se déplacer de planète en planète et d'y prélever des matières premières pour construire d'autres robots. C'est ce qu'on appelle des machines von Neumann. Je ne prétends pas qu'il existe 1 million de sondes von Neumann sanguinaires à proximité de notre système solaire prêtes à nous sauter dessus. Mais je demande qu'on m'apporte la preuve du contraire. Cet homme est-il un danger pour l'humanité ou un ambassadeur de la Terre dans l'univers? Pour l'heure, Alexandre Zaïtsev se concentre sur les problèmes techniques que pose ce nouvel envoi. Il connaît bien les critiques que lui adressent ses confrères. Pourtant, il poursuit son projet inlassablement et rien ni personne ne semble pouvoir l'en empêcher. Pour pouvoir diffuser un tel message vers l'espace, Zaïtsev utilise une puce électronique qui convertit les données informatiques. Le texte du message interstellaire part de l'ordinateur et passe dans cette interface qui transforme les informations numériques en signal radio analogique. Pour ce faire, nous utilisons ce circuit intégré. L'ancienne interface, qui remplissait les mêmes fonctions, était encore plus volumineuse. Vous pouvez vous amuser à comparer les deux. Après transformation, le signal radio passe dans un émetteur jusqu'à l'antenne, avant de partir vers le cosmos. Il existe déjà une émission de radio destinée aux extraterrestres. Son producteur enregistre aujourd'hui un spot de publicité, sans doute pour augmenter sa part d'audience. Bonjour à tous. Je suis le Dr David Livingstone, créateur et présentateur du Space Show. J'ai un message pour vous. Nous voulons savoir comment nous déplacer dans l'espace de façon sûre et abordable. Nous avons besoin de votre aide. Je vous assure que nous serons de bons citoyens dans la communauté intergalactique. C'est promis. Le Space Show collabore avec une entreprise basée en Floride, spécialisée dans l'envoi de messages interstellaires au moyen d'un émetteur mobile. Son offre d'appel commence à 99 $. Pour quelle clientèle? Toute personne qui rêve de parler à E.T., mais qui n'en a pas encore eu l'occasion. Et visiblement, le concept rapporte. L'État de Floride ne s'est d'ailleurs pas fait prier pour accorder aux entrepreneurs une autorisation d'émission. Je m'appelle Jim Lewis et je travaille pour le réseau Deep Space Communications. Nous envoyons des messages dans l'espace pour des particuliers et divers organismes. Texte, vidéo, musique, Jim diffuse tous les messages tant qu'ils ne sont pas jugés contraires à la morale. Le client doit simplement prouver qu'il dispose des droits de diffusion pour ce qu'il souhaite envoyer. Voilà comment ça fonctionne. Le signal vidéo est traité par cette installation électronique, puis il passe par un émetteur à fréquence radio, avant d'être envoyé dans l'espace par l'antenne. Bonjour, je suis le Dr David Livingstone. J'ai un message pour vous. Certains nous envoient un email, d'autres passent par notre site, et d'autres enfin nous envoient un CD, un DVD ou une cassette. Voulez-vous partager votre technologie avec nous? Je suis sûr que vous avez trouvé mieux que nos fusées chimiques. On a besoin de votre aide. Après avoir diffusé le message, nous remplissons un journal certifié par un ingénieur. Il récapitule l'heure, la puissance de l'émetteur, la hauteur et l'orientation de l'antenne, ce qui permet de calculer la destination du message dans l'espace. Ensuite, nous adressons ce document au client concerné.
Chez Deep Space, on est au courant du danger potentiel de ce type d'activité. Mais Jim Lewis a la conscience tranquille. Après tout, sa société n'est pas la seule à envoyer des signaux dans l'espace. Les chaînes de télévision aussi y diffusent quotidiennement leurs images. Il serait naïf d'oublier que nous envoyons tous les jours des informations dans l'espace depuis la Terre au moyen de divers appareils électroniques. Nous émettons des signaux en permanence. Nous sommes déjà très exposés, mais ils veulent nous rendre encore plus vulnérables. Ils semblent penser que c'est une nécessité, qu'il faut absolument se manifester. Coucou, on est là. Cet argument, selon lequel nous sommes déjà visibles, est donc ridicule. Leur objectif est d'accroître encore cette visibilité, mais nous disons qu'il faut consulter les scientifiques du monde entier et en discuter. Pourtant, c'est bien l'Académie internationale d'astronautique qui a encouragé le développement des émissions à caractère scientifique ou privé vers l'espace. Chaque année, les grands acteurs du secteur spatial se retrouvent pour échanger leurs points de vue sur les dernières évolutions technologiques et politiques. Au programme des débats organisés à Valence en 2006, un accord international qui doit interdire dans le monde entier l'envoi de messages vers les extraterrestres. Car pour certains scientifiques et responsables politiques, la menace des extraterrestres pour notre planète n'est plus un scénario de science-fiction. Ancien diplomate américain, Michael Michaud est l'un des pères de ce projet. Si vous partez de l'étoile la plus proche en voyageant à 1/10 de la vitesse de la lumière, il vous faudra 43 ans pour atteindre la Terre. À l'échelle humaine, c'est beaucoup. Mais s'il s'agit d'un vaisseau spatial non habité, d'une simple machine, le temps n'a aucune importance. Et qui sait si les êtres qui enverront ce vaisseau hypothétique ne seront pas dotés de la vie éternelle? S'ils vivent plusieurs milliers d'années, un voyage de 43 ans sera négligeable pour eux. Le groupe de travail METI réuni à Valence est partagé. Les tenants de l'accord rappellent les dangers qui pourraient venir de l'espace. Les autres jugent qu'un traité international mettrait en péril leur travail scientifique. Alexander Zaitsev est absent. Mais au final, les nouvelles sont plutôt bonnes pour lui. Les participants ne parviennent pas à se mettre d'accord. Il peut donc continuer à envoyer des messages en toute légalité. Quant à Michael Michaud, il entend bien continuer à se battre pour imposer son idée. Il faut que des pourparlers internationaux aient lieu avant l'envoi de tout message important à une autre civilisation. En 1989, Michael Michaud soumet à l'ONU un premier protocole encadrant la communication avec les extraterrestres. Celui-ci interdit aux scientifiques de répondre à un quelconque signal extraterrestre sans en référer au préalable à la communauté internationale. Le texte ne réglemente cependant pas l'envoi de messages. Avec d'autres confrères, Michaud élabore donc un nouvel accord. Mais ce dernier n'est pas près d'être ratifié. La communauté scientifique est très divisée sur le sujet et l'ONU n'est pas intéressée. Il faut envisager l'existence de civilisations hostiles à notre égard. Elles pourraient même nous considérer comme une menace potentielle. J'ignore quelle réponse il faut y apporter. Mais il est nécessaire d'organiser un débat entre personnes sensées pour envisager tous les scénarios possibles et déterminer quel est le plus vraisemblable. J'espère que nous arriverons alors à une décision. Envoyer un message au contenu mûrement réfléchi ou ne rien entreprendre.
Mais on l'a dit, de nombreux messages sont déjà en route vers l'espace et personne ne peut leur faire demi-tour. Le lancement de la bouteille à la mer interstellaire la plus spectaculaire date des années 1970. Le projet Voyager. À l'origine, 2 sondes spatiales doivent partir explorer les planètes situées hors du système solaire, avant de disparaître dans les tréfonds de l'univers une fois leur mission accomplie. Mais très vite, la NASA comprend que Voyager pourrait jouer un rôle bien plus important et devenir un ambassadeur de l'humanité dans l'espace. Voyager était la première sonde envoyée dans l'espace interstellaire. Nous avons décidé d'en profiter pour y joindre un message venu de la Terre qui a pris la forme d'un disque analogique gravé de sillon à l'ancienne. À une différence près, il comportait non seulement des sons, mais aussi des images de notre planète. Frank Drake a contribué à créer ce disque. Aujourd'hui encore, il en conserve une copie dans son grenier qu'il ressort volontiers de temps à autre. C'est le dessus du boîtier contenant le disque embarqué sur Voyager 1 et 2. J'ai moi-même conçu tous les diagrammes qui figurent ici, y compris celui qui ressemble à une araignée. Il schématise en fait l'emplacement de la Terre par rapport aux étoiles. Et l'atome d'hydrogène a été utilisé pour représenter le temps. Le message doit être facile d'accès pour les extraterrestres. Le disque est donc fixé à l'extérieur de la sonde. Mais il faut encore le protéger contre tout risque d'altération, puisqu'il doit rester lisible pendant plusieurs millions d'années. L'or s'impose comme le matériau idéal pour le boîtier et pour son contenu. Pour faciliter la tâche au destinataire du disque, Frank Drake y joint un appareil permettant de le lire et un mode d'emploi. Mais le plus délicat est le choix des informations à enregistrer sur ce disque. Comment satisfaire la curiosité des extraterrestres ? Il nous a paru superflu d'envoyer des informations scientifiques, puisqu'ils possèdent a priori des connaissances supérieures aux nôtres. En revanche, ils voudront sans doute connaître la nature particulière de notre planète, ainsi que nos caractéristiques physiologiques et sociologiques. Enfermés dans les sillons du disque en or, ces images de la Terre offrent un instantané de notre civilisation dans les années 1970. Frank Drake s'est efforcé de dresser un tableau aussi équilibré que possible de notre planète. Pour la première fois, nous étions capables d'expédier un message au-delà des frontières du système solaire. Cela témoignait du haut niveau de technologie que nous avions atteint. Et en bonus, des messages amicaux en 22 langues. Herzliche Grüße an alle. Hello from the children of planet Earth. Shalom. धरती के वासियों की ओर से नमस्कार. Hola y saludos a todos. Des sons venus de notre planète. Et de la musique, de Louis Armstrong à Jean-Sébastien Bach. Dans 4 milliards d'années, le Soleil se dilatera et nous serons anéantis. Pourtant, ces 2 disques continueront à tracer leur route dans l'espace. Ce seront peut-être les dernières preuves de notre existence qui subsisteront. Ils sont donc d'une grande importance et je suis fier d'avoir contribué à leur réalisation. Aujourd'hui, une entreprise du secteur spatial prépare la diffusion dans l'univers du dernier secret de l'existence humaine. C'est notre code génétique que nous allons prochainement envoyer aux extraterrestres, accompagné de messages d'enfants. Привет, инопланетяне! Космос, космос, я Земля. Хочу наладить контакт. Дорогие инопланетяне, будьте хорошими, и мы вас примем на нашу Землю. Как вы там живете? Если хотите, прилетите к нам на Землю. У нас тоже хорошо.
Chaque enfant envoie également un de ses cheveux. En effet, les cheveux contiennent notre ADN et renferment donc toutes les informations nécessaires à une civilisation évoluée pour se familiariser avec le genre humain. Est-ce un simple cadeau pour ceux qui le découvriront ou une invitation au clonage? Здравствуйте, меня зовут Ася. Я хочу вам передать мои волосы, чтобы вы потом сделали меня такой же. Для того, чтобы инопланетяне могли сделать меня фото. Привет с другой планеты. Seront-ils un jour clonés par une civilisation extraterrestre simplement parce qu'une entreprise spatiale s'est permis cette plaisanterie? La communauté SETI pense que toutes les espèces extraterrestres évoluées sont amicales. J'ignore si c'est vrai. Il n'y a pas de preuves. Mais il est possible qu'il existe des civilisations extraterrestres qui ne soient pas du tout amicales. Si c'est le cas, ont-elles les moyens de nous nuire? Je n'en sais rien. Et c'est bien là le problème. Nous ne le savons pas. Pour envoyer ces messages, Alexander Zaïtsev doit se rendre en Ukraine. C'est ici, au bord de la mer Noire, que se trouve le radiotélescope d'Eupatoria, l'une des 2 antennes géantes au monde dotées d'un émetteur suffisamment puissant. Mais aujourd'hui, sa visite s'annonce épineuse. Il sait parfaitement que ses activités sont accueillies par certains avec une grande hostilité. Vous comprenez, c'est une question extrêmement délicate. Je me suis fait ma propre opinion. Mais lorsque j'essaie de l'expliquer, je me heurte à l'incompréhension générale. Rares sont les gens qui partagent ma façon de voir les choses. Dès son arrivée, les difficultés commencent. Zaïtsev a beau avoir pris rendez-vous plusieurs mois à l'avance, on ne le laisse pas entrer. Il tente de joindre un responsable, mais celui-ci ne le prend pas au téléphone. Il semble de plus en plus évident que l'ingénieur a un adversaire derrière ses murs. Auparavant, le télescope appartenait à l'institut dirigé par Alexander Zaïtsev. Mais depuis le démantèlement de l'Union soviétique, il dépend du ministère des Sciences ukrainien. Le lendemain, le ministère des Sciences d'Ukraine confirme à Zaïtsev que sa mission est bien autorisée, mais précise qu'il ne peut pas lutter contre les résistances locales à Eupatoria. Je ne comprends pas. C'est une sorte de théâtre de l'absurde. Un vrai roman de Kafka. Tout ça sur cette vieille terre de Crimée. Ça m'échappe complètement. Quelqu'un y comprend quelque chose? Moi pas. Cette situation est complètement ridicule. On ne peut rien imaginer de pire. Je ne vois vraiment pas ce que je peux y faire. Mais je tiens à dire ceci. Eupatoria, c'est fini. Je m'en vais. Adieu, Eupatoria. Ça suffit. Quel genre de message enverrait une espèce dont nous ne pourrions pas comprendre la langue? Pour décrypter les signaux inconnus, Lawrence Doyle et Sean Heinze se proposent d'abord de répertorier le contenu en informations de différents langages. D'abord, celui des baleines. Tu peux lancer l'hydrophone. On n'a pas besoin d'être tout près des baleines pour les enregistrer. Les sons qu'elles émettent circulent facilement dans l'eau, surtout dans les basses fréquences. Une fois l'hydrophone en place, nous allons les laisser s'approcher un peu et enregistrer les sons pendant qu'elles passent.
L'enregistrement est en cours. Pour communiquer entre elles, les baleines émettent des sons qui semblent déjà venir d'un autre monde. Dans ses recherches, Lawrence Doyle s'appuie sur la théorie de l'information, élaborée tout d'abord à partir des télécommunications et qui permet de quantifier les informations transmises dans les communications à distance. Il est le premier à appliquer cette théorie au monde animal. Selon nous, la compréhension des signaux est un facteur de survie chez les animaux, et notamment chez les cétacés. Ils doivent communiquer pour s'accoupler, coordonner l'attaque des bancs de poissons et leur façon de se nourrir. Appliquée aux baleines, la théorie de l'information nous aide à mieux comprendre la richesse de leur langage. Face à un signal extraterrestre, cela nous permettra aussi de saisir la complexité du mode de communication utilisé. Les mauvaises langues prétendent que le projet SETI ferait mieux de braquer ses récepteurs sur Hollywood, au lieu de les tourner vers le ciel. Après tout, les seuls extraterrestres que l'on peut espérer rencontrer pour l'instant sont ceux des studios de cinéma. Cela fait longtemps que le 7e art a inventé des réponses aux questions que se posent les scientifiques. Tous les enfants savent à quoi ressemble un extraterrestre. Et la nuit, sur le mythique Hollywood Boulevard, on peut croiser quelques héros du cinéma d'horreur et de science-fiction. Voici l'atelier d'Alec Gillis et de Tom Woodruff. Les créations de ces deux artistes ont influencé notre représentation des extraterrestres. Quand on nous demande de créer un extraterrestre pour un film, nous proposons avant tout une créature qui servira les besoins de l'intrigue. Selon le contexte, il devra être dangereux, réfléchi ou bienveillant. Il pourra avoir des objectifs ambigus. Notre but est donc de lui donner une apparence qui, dans l'esprit des spectateurs, complétera sa personnalité. Il existe une théorie en exobiologie selon laquelle toute forme de vie susceptible d'exister sur une autre planète aurait sans doute une certaine ressemblance avec ce que nous connaissons sur Terre. En d'autres termes, rien ne peut nous paraître complètement étranger ou complètement illogique. On connaît des formes de vie qui se développent dans des environnements extrêmes, comme les vers tubicoles qui vivent au fond des océans, dans des eaux très chaudes et sulfureuses. Ça nous semble déjà très extraterrestre. Je dis toujours que les créatures les plus étranges se trouvent en fait dans notre jardin. Pour son livre fantastique Worlds, Alec Gillis s'est inspiré des êtres peuplant notre planète, en associant d'une façon inédite les parties du corps de différentes espèces. Ces nouvelles créatures qui voient ainsi le jour ne nous paraissent pas improbables. La communauté scientifique, quant à elle, se déchire pour savoir si les extraterrestres sont ou non semblables aux espèces que nous connaissons sur Terre. Après tout, leur apparence pourrait très bien dépasser toutes les élucubrations de notre imagination forcément limitée. Même dans ce domaine, l'inventivité d'Hollywood doit parfois céder devant des nécessités très prosaïques. C'est celui d'Alien, la résurrection. Il a un coup très étiré, notamment parce que nous voulions lui donner une allure de vautour, mais aussi pour pouvoir y loger la tête d'un acteur. Ces découpes sont surtout là pour permettre à ce dernier de voir et de respirer. Il faut non seulement penser à la personnalité de l'alien et à son rôle dans le film, mais aussi au comédien qui se trouvera à l'intérieur. Celui-ci devait avoir un air menaçant et dangereux, à la fois sinistre et effrayant. Les yeux en amande sont étirés sur les côtés. La bouche est très petite et le nez pratiquement plat. Et tout autour, on a ajouté des éléments qui suscitent naturellement la peur. Les joues creuses qui font ressortir exagérément les pommettes, ou les tempes légèrement concaves.
Tout est conçu de façon à évoquer un crâne, des arcades sourcilières aux pommettes. L'image des extraterrestres, dans l'esprit du grand public, est influencée par nos travaux. Mais nous aidons aussi le monde à identifier ses peurs ou ses espoirs dans nos réalisations. Car nous-mêmes, nous les identifions dans notre travail. La créature derrière moi incarne une peur, tandis qu'un personnage comme E.T. représente un espoir. Le succès de nombreux films de science-fiction illustre bien la fascination qu'exercent les extraterrestres sur l'humanité. Les années 1950 voient la naissance du mythe des ovnis. Très vite, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un vaisseau spatial fait la une des médias. Ever been skeptical of flying saucers? Well, would you believe a real-life saucer aircraft right out of science fiction? It's the after-hours pet project of aeronautics professor Paul Muller of the University of California, who is ready to test fly it. Its diameter is 14 feet. Everybody ready? Mais à la même époque se développe en parallèle une véritable peur de ces ovnis hostiles, capables de détruire notre planète et d'anéantir l'humanité. Ces scénarios sont-ils vraisemblables? Selon les scientifiques, quelle est la probabilité de recevoir un jour la visite des extraterrestres? Help wanted, a crew of little green men. Les distances qui séparent les étoiles sont considérables. Au vu de nos connaissances scientifiques, nous jugeons qu'il n'est pas possible, concrètement, d'atteindre un autre système stellaire. Il vaut mieux parier sur des échanges électroniques. Les ondes radio seront notre principal mode de contact avec ces êtres intelligents. On peut bien sûr envisager qu'ils nous envoient des robots capables de se répliquer tout seuls. Mais pourquoi le feraient-ils? D'autant que ces robots peuvent devenir fous et se retourner contre leur propre constructeur. Sur la base des connaissances actuelles, un contact physique n'est pas envisageable. Pourtant, un grand nombre de personnes pensent que les ovnis sont parmi nous depuis longtemps et que le gouvernement américain fait de la rétention d'informations à ce sujet. L'armée de l'air a déjà dû s'expliquer maintes fois à la télévision. The Air Force has been accused from time to time of hiding information about the UFO. What do you have to say to that, Colonel Patton? Well, these charges are absolutely untrue. Actually, the United States Air Force releases statistics on the UFO phenomena through the Department of Defense press desk periodically. And we've always honored accredited media when they want to investigate a given specific sighting. There's nothing to hide. There's nothing to hide at all. Comment se fait-il alors que de si nombreux témoins déclarent avoir vu des ovnis? Et toutes ces photos sont-elles de simples montages? Dans la plupart des cas, il s'agit d'illusions d'optique ou de maquettes construites par les soi-disant témoins et suspendues au bout d'un fil de nylon devant l'objectif. Mais pour un petit nombre de témoignages, la science ne peut apporter aucune explication. Et de tels événements se produisent partout dans le monde. Il existe un lieu cependant où le nombre d'ovnis observés bat tous les records. Dans l'État américain du Nevada, beaucoup jugent que la recherche d'une intelligence extraterrestre est tout simplement superflue. Car depuis cette route, surnommée l'autoroute extraterrestre, on observe régulièrement des engins volants venus d'ailleurs. Les extraterrestres sont-ils déjà là?
Le Little Hailey Inn est le seul bar-restaurant à 80 km à la ronde. C'est aussi l'unique point de ralliement pour les habitants de la localité de Rachel, qui n'est en réalité qu'un ensemble de mobil-homes. Ici, on n'a aucun doute. Les extraterrestres nous rendent visite régulièrement. Je crois vraiment qu'ils existent. En 1972, j'avais 9 ans. J'étais à une réunion de famille avec ma sœur aînée et nous avons tous les deux vu la même chose au même moment. Un grand disque gris, gros comme 3 ou 4 pâtés de maison. Ça se passait au sud de la Californie, en plein jour. Je me suis retourné, ils avaient disparu. Je me suis tourné une seconde fois, ils étaient là à nouveau. Voilà plusieurs semaines que Glenn, le cuisinier du Little Hailey Inn, remarque tous les soirs un curieux point lumineux dans le ciel. Selon lui, ce n'est pas une étoile. Alors de quoi s'agit-il? Ça, c'est pas une étoile. C'est trop bas. C'est quoi, selon vous? Je n'en ai aucune idée. Mais samedi ou dimanche soir, il y avait une lueur rouge d'un côté, orange de l'autre, et rien au milieu. Le lendemain, il n'y avait qu'un seul point très lumineux, le rouge et l'orange avaient disparu. Et c'est presque toujours au même endroit. C'est peut-être sur la montagne. Non, c'est au-dessus de la station de communication. À la tombée de la nuit, la lumière est assez haute, puis elle perd de l'altitude entre 21h et 23h, et ensuite, elle reste là, comme suspendue. Quel est donc ce point lumineux qui intrigue à ce point les habitants et les visiteurs de passage? Est-il concevable que des ovnis survolent le désert du Nevada sans être repérés par les écrans radars de l'aviation américaine? Et pourquoi la communauté scientifique s'intéresse-t-elle si peu à ce type de phénomène? Je l'observe tous les soirs, pour bien m'assurer que je n'ai pas de vision. Je comprends. Beaucoup de gens s'intéressent aux mythes. Ils veulent savoir si tout cela est bien vrai. D'autres ont eux-mêmes observé des phénomènes, par exemple des lumières ou des objets volants. Ils viennent ici pour échanger leurs impressions avec d'autres témoins qui ont vécu le même genre de choses. La clé du mystère se cache derrière les collines qui bordent l'autoroute extraterrestre. Discrètement logé dans une vallée se trouve un terrain d'essai, la base aérienne de Nellis. L'aviation américaine y teste des prototypes d'avions de chasse à quelques kilomètres seulement de la petite ville de Rachel. Dans ce paysage désertique, le retraité Dave Sims passe le plus clair de son temps sur la petite plateforme d'observation qu'il a lui-même construite et qui lui offre une vue imprenable sur les ovnis de l'armée de l'air. Ici, de nouveaux avions de combat sont testés, souvent dans le plus grand secret. Si bien qu'il n'est pas complètement inexplicable que des objets volants, pour le moins difficiles à identifier, survolent périodiquement la plaine. De nombreuses technologies restent confidentielles, comme le Raptor. C'est un avion furtif. Il est capable de dévier son flux de gaz d'échappement et de rester immobile dans les airs. Il ne peut pas être repéré par les radars. Il prend l'ennemi par surprise et il attaque sans prévenir. Demandez aux talibans. Les archives gouvernementales conservées à Washington renferment des films relatifs à des projets militaires des années 1950, qui étaient alors confidentiels. À l'époque, la fièvre des ovnis fait des ravages. Plus tard, après la levée du secret militaire, de nombreux témoins persuadés d'avoir observé des ovnis apprendront qu'il s'agissait en fait de mannequins de crash test, de ballons météorologiques et de prototypes de machines volantes abandonnés par la suite.
Mais bien que ces images soient rendues publiques, le phénomène OVNI perdure. L'opinion publique américaine ne se satisfait pas de ces explications. La base aérienne de Nellis devient connue sous le nom de Zone 51. Une véritable mythologie se développe autour d'elle. Il s'agirait d'une zone militaire d'ultra haute sécurité. On prétend que l'armée de l'air stockerait dans un bunker souterrain des épaves d'OVNI pour en étudier la conception et s'en inspirer. Aucune preuve ne vient étayer ces hypothèses. Et le gouvernement américain refuse de se prononcer sur ces rumeurs. Ce qui conforte les adeptes de la théorie du complot, puisque les autorités ne démentent pas. Face à la pression populaire, le gouvernement américain finit par commanditer en 1952 une enquête sur les phénomènes d'OVNI. Le rapport final, appelé projet Blue Book, fournit des explications rationnelles pour des milliers de rapports d'OVNI. Des formulaires de signalement accumulés sur plusieurs dizaines d'années sont étudiés de près. Pourtant, la méfiance ne disparaît pas. Il faut dire que certaines images, pour le moins choquantes, ont marqué à jamais les imaginations. Ainsi, ce film macabre, censé présenter l'autopsie d'un extraterrestre. Malgré sa piètre qualité et ses trucages évidents, ce document suffit à faire perdurer la légende des ovnis. Passez-moi une serviette. Il faut un peu plus de sang. La véritable autopsie d'un extraterrestre. En quelques décennies, les autopsies d'extraterrestres sont devenues un élément incontournable de la culture populaire américaine. La vente de babioles à l'effigie d'extraterrestres est une activité lucrative. Les gens s'intéressent à l'univers, mais ces créatures humanoïdes aux yeux énormes, c'est un peu trop facile. C'est amusant de réfléchir à tout cela. Mais je crois que la réalité dépassera tout ce que nous pouvons imaginer si les extraterrestres existent. Exactement. La science est bien plus passionnante, parce que la nature ne cesse de nous surprendre. Grâce à leur ordinateur, Lawrence Doyle et Sean Heinzer décomposent les enregistrements des baleines et analysent la structure des sons. Ils y découvrent une hiérarchie très nette qu'ils n'avaient jusqu'alors observée que dans les langues humaines. Les baleines juxtaposent de petits segments sonores pour construire des phrases qu'elles répètent inlassablement. Telle est l'origine de leur chant. Mais pour les chercheurs, il ne s'agit pas d'une langue à proprement parler, car cette forme de communication est loin d'être aussi sophistiquée que la nôtre. Si l'on en croit certains anthropologues, c'est la complexité des sociétés qui détermine la complexité des systèmes de communication. Cela reste à prouver. Mais si c'est vrai, alors en mesurant la richesse d'un système de communication extraterrestre, nous pourrons nous faire une idée précise de la complexité de leur société. Dans ses romans de science-fiction, David Brin a souvent imaginé la forme que pourrait prendre un signal venu de l'espace. Aura-t-il un jour l'occasion d'en entendre un vrai? Pour l'heure, l'univers reste enveloppé de silence. Il existe peut-être beaucoup d'espèces extraterrestres intelligentes qui choisissent de ne pas se manifester. Pourquoi ne suivons-nous pas leur exemple? Elles ont peut-être de bonnes raisons pour rester silencieuses. Restez silencieux.
Voilà qui n'est guère compatible avec les projets d'Alexander Zaïtsev, qui remue ciel et terre pour réussir à faire partir son prochain message, dans l'intérêt de l'humanité, à ses yeux. Et si ce n'est pas possible à Eupatoria, il tentera sa chance ailleurs. Nous ne comptons divulguer aucune information stratégique, aucun secret. Uniquement des éléments qui nous semblent intéressants et qui devraient l'être pour eux aussi. Par exemple, de la musique classique, des œuvres de Beethoven ou de Tchaïkovski. Expliquez-moi en quoi tout cela est secret. Au contraire, nous envoyons ce que l'art et la culture ont produit de meilleur. Notre littérature, par exemple, ou notre conception de la beauté. Derrière tout cela, il y a une ambition humaniste. Et je ne vois pas ce que ça a de criminel. Si nous expédions en cadeau tout ce que nous possédons, notre culture, notre musique, nos sciences et nos livres, qu'est-ce qu'il nous restera à échanger? Ceux qui agissent ainsi entreront peut-être dans l'histoire comme les pires traîtres de l'humanité. David Brin critique vivement ces terriens qui veulent faire connaître l'humanité dans l'univers tout entier. Il est l'un des rares à s'élever contre leurs activités et il s'en étonne d'ailleurs. Après tout, c'est la sécurité de notre planète qui est en jeu. La Terre est extrêmement fragile. Nous savons déjà qu'une forme de vie intelligente, la nôtre, est capable à elle seule de la mettre en péril. Notre planète n'en supporterait peut-être pas une deuxième. J'apprécie la diversité et la tolérance. Mais l'humanité doit se ressaisir. C'est une priorité absolue.